théâtre en anglais, comme vous le savez. Et nous avons quelque chose qui nous préoccupe et qui nous intéresse énormément, c'est le patrimoine national. Pourquoi le patrimoine national? Parce que nous estimons que si on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mehdi Manjra. Je suis désolé de parler en français parce que seulement nous avons une Française parmi nous et à laquelle je souhaite la bienvenue, donc pour qu'on puisse se comprendre. Et là, nous sommes pratiquement dans la chose culturelle. J'estime que l'identité nationale ne s'improvise pas, ne s'impose pas, et on ne peut pas l'acquérir à travers des papiers ou à travers... Je pense, personnellement, c'est ma conviction personnelle, que l'identité nationale, l'identité déjà de la personne, et en plus, à plus forte raison, l'identité nationale, elle se construit. Et celui qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Et j'estime que celui qui ne respecte pas sa propre culture, il ne peut pas respecter la culture des autres. Donc nous devons obligatoirement connaître notre propre culture, et ce n'est qu'après ça que nous pouvons prétendre avoir une ouverture sur l'autre et sur l'autre culture. Donc c'est un dialogue culturel auquel nous rêvons. Ce rêve est très beau. Je préfère continuer à rêver dans ce sens, parce que je crois que seule l'éducation qui peut nous permettre de vivre en paix. Donc cet échange culturel ne peut avoir lieu que à travers des choses palpables, à travers des choses culturelles. Et là, vous êtes devant des costumes marocains de toutes les régions du Maroc. Toutes les régions du Maroc sont là, avec leurs spécificités. Entre parenthèses, ce sont des fragments du musée du groupe scolaire La Régie, et ce sont les élèves de l'institution La Régie. Ce sont les élèves de l'institution La Régie. Tout ce que vous voyez là, aussi bien costume que bijoux, c'est le musée du groupe scolaire La Régie. Nous allons voir tout à l'heure quelques fragments. Et là, justement, cette diversité culturelle. Parce qu'effectivement, il y a énormément la culture marocaine est très diverse et très riche. Et l'appropriation de ce patrimoine, on ne peut le faire que très jeune et à travers, bien entendu, notre culture marocaine. Donc, tous les panneaux que vous voyez là sont si vous voulez, des objets pédagogiques. Nous travaillons aussi bien la langue, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, la typologie du texte, rien qu'avec ces choses-là que nous allons voir. Et là, les enfants ils vont apprendre non seulement à parler une langue qui n'est pas la leur, mais parler bien de leur patrimoine, de leur culture. Et là, justement, on n'assistera pas à un déracinement quelque part. Pourquoi? Parce que connaissant sa culture, il va s'ouvrir sur l'autre culture. Il va respecter sa culture. Culture qui est porteuse d'un certain nombre de valeurs. Même s'il va en France ou en Italie ou en Allemagne ou que sais-je, aux États-Unis, il sera lui-même un support véhiculant sa propre culture. On va dire, comme on dit, à la Et donc c'est très important ce que je dis là. Peut-être c'est un petit peu avant-gardiste, mais bon, je n'y peux rien. Je suis un rêveur un petit peu. Nous allons continuer la visite. De la lecture, on fait du résumé du texte, on fait le vocabulaire, on fait la grammaire, on fait la communication, on fait énormément de choses à travers notre propre patrimoine et notre propre... Alors ces panneaux-là, nous avons une quarantaine de panneaux qui retracent un petit peu toute l'histoire du pays avec les différents affluents. Sahraoui, Hassani, Fassim, Knassi, Sahraoui, il a fait. Donc nous retrouvons un petit peu pratiquement toutes les composantes de la culture et du patrimoine marocain. Et ce patrimoine qui est très très riche, qui est diversifié et où il y a beaucoup d'affluents et que l'enfant doit connaître. Nous-mêmes, nous étions pratiquement les gardiens de ce patrimoine. À nous de le passer, de le véhiculer à nos enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes se l'approprier et à leur tour, éventuellement,
peut-être, Inch'Allah Ta'ala, le transmettre à leur... Et c'est ça la civilisation. La civilisation, c'est une continuité. La civilisation, c'est tout simplement donc on a eu un passé, nous devons, n'est-ce pas monsieur? Oui monsieur? Oui? Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Beaucoup, un peu? Beaucoup. Pourquoi? Bon, tout simplement, on peut plus apprendre sur notre passé pour recopier ce qui s'est passé et toutes les valeurs. Et comme ça, on ne peut pas être influencé par les nouvelles choses. Bravo! Il a eu dans le mille. On continue notre visite, s'il vous plaît. Là, nous sommes dans le musée de minéraux, de fossiles et de roches. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan matériel, c'est une richesse économique du pays. Le pays est doté d'une grande richesse zoologique, d'une part. Ça a une valeur historique également. Et les fouilles ont révélé que le premier homme sur Terre est né au Maroc. Donc le premier homme, c'est tout simplement, le premier homme, ce sont les fouilles de deux grottes. Une grotte Nahyazi al-Berkane, aux environs de Berkane, la grotte du Pigeon, qui ont révélé non seulement que le premier homme sur Terre est parti pratiquement du Maroc, mais que les premiers bijoux au monde sont ceux du Maroc. Donc le Maroc a fabriqué les premiers bijoux au monde, ce qui n'est pas négligeable. Déjà, ça nous donne de la fierté de savoir que nous avons des racines, tout d'abord, et que nous avons une culture, et que nous devons sauvegarder cette culture. Culture de laquelle nous devons à la fois être fiers et tout simplement, et en mesure de la sauvegarder. Donc c'est le pourquoi. Parallèlement à ça, il y a une collection de papillons qui est très très jolie, que je trouve, et ça c'est la dame nature, comme il a bien fait les choses. Ce sont des papillons vrais, hein, c'est des papillons vrais, c'est pas des images. Ce sont des papillons. Je vous laisse regarder un petit peu, pour ne pas trop vous déranger. Alors là, ce sont des fossiles à Khoribga, c'est des requins. C'est-à-dire Khoribga, quand il y a à un certain moment, ce sont les phosphates. Et les phosphates, c'est l'une des richesses principales du pays. C'est une bibliothèque qui est assez fournie. Là, c'est une bibliothèque. La beauté, et puis la recherche, et puis là par exemple, tout ça c'est fait main. Tout ça c'est fait main, et la dame qui a confectionné ce qu'on appelle Hamdila, cette couverture, n'avait aucune notion de géométrie ni de mathématiques. Et elle parvenait à faire de la symétrie, elle parvenait à marier les couleurs, elle parvenait à calculer et à donner quelque chose de merveilleux. Nous ne connaissons ni maths, ni... Alors, l'éducation, s'il vous plaît, si vous voulez bien, l'éducation artistique ou l'éducation tout simplement, l'éducation au beau.
C'est quelque chose de merveilleux. Lorsque nous avons éduqué nos enfants, déjà, à savoir visiter un musée, parce que la culture muséale n'est pas donnée à tout le monde. Comment visiter un musée? Comment observer? Le sens de l'observation, de la patience et de la délectation. C'est ça le musée, c'est de la délectation. Le mouta, lisez à tant qu'on n'a pas appris ça à bas âge, nous risquons de passer à côté d'un certain nombre de choses, parce que malheureusement, on ne fait que passer à côté de pas mal de choses, de très belles choses que Dieu nous a données, et nous passons à côté, tout simplement parce qu'on ne fait pas attention à ces belles choses. Et là, à travers cette éducation muséale, qui est une pédagogie, bien entendu, à travers cette pédagogie muséale, nous allons amener nos élèves, nous allons travailler avec les élèves durant toute l'année, une fois par une demi-journée par semaine dans ce cercle, dans ce centre culturel et dans le musée. Donc, éduquer l'enfant déjà, éduquer la vue, c'est très important. Apprendre aux élèves à apprécier le goût, à différencier entre la laideur et la beauté, c'est déjà énorme. Et là, nous éduquons, nous apprenons tout simplement, nous donnons un petit peu de l'avant-goût à nos élèves pour pouvoir être créatifs à leur tour. C'est ça la créativité. La créativité ne tombe pas du ciel, la créativité, il faut la travailler. Et pour la travailler, il faut tout simplement, il faut éduquer il faut exercer son sens de l'observation, et puis se laisser emporter des fois par l'œuvre, par la beauté de l'œuvre. D'accord? Ne pas regarder juste ce qui apparaît dans un premier, mais essayer de voir à quoi pensait cet artiste. Qu'est-ce qu'il voulait? Quel est le message qu'il voulait nous transmettre? Et là, c'est se mettre à la place de l'autre. En programmation neurolinguistique, on dit ça, se mettre dans les chaussures de l'autre. En se mettant dans les chaussures de l'autre, nous pouvons un petit peu ressentir. Et là, nous travaillons sur les émotions. Émotion, c'est l'émotion, ou plutôt l'intelligence émotionnelle, est une intelligence indispensable pour le XXIe siècle. Si on n'a pas travaillé son affectivité jeune, nous risquons d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a l'empathie. L'empathie, c'est tout simplement ressentir ce que l'autre ressent. On ne peut pas être empathique si on n'a pas appris déjà à nous connaître, à connaître nos émotions, nos aspirations. Et ce n'est qu'à travers ces petites choses-là de tous les jours que nous pouvons justement travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle qui est quasiment indispensable pour vivre au XXIe siècle. Pour collaborer avec les autres, pour ressentir ce qu'ils ressentent, pour être empathique, pour se mettre à la place de l'autre, etc. Donc tout ça, c'est un certain nombre de valeurs, tout en véhiculant le patrimoine. Alors, tous les peintres que vous voyez là, ce sont des peintres de la ville de Pise. Nous continuons, s'il vous plaît. Je fais bien le guide, non? Je vous laisse regarder tout à l'heure. Je vous laisse regarder. Alors là, nous sommes dans un espace de... Alors comme je disais, nous avons trois musées. Le musée des minéraux, le musée, enfin l'espace plutôt, l'espace de peinture. Nous avons un musée, le musée des découvertes et de la musique. Donc là, c'est l'une des découvertes, c'est la radio et les instruments de musique. Là, toute l'histoire de la radio, pratiquement, depuis 1920, la première radio, c'est celle que vous voyez là-bas au fond. Alors au début, la carta c'était en bois, et puis par la suite c'est devenu de la bakélite, après la bakélite le plastique, et maintenant nous voyons
des radios un petit peu partout dans les montres et tout ce qui s'ensuit. Parallèlement à ça, vous avez il y a une collection d'instruments de musique marocains et autres. Oui. Alors là, ça c'est pour mesurer le temps, pour accorder le piano. Ah oui, je te montrerai. Je vais te montrer. Pour accorder le piano, on ouvre ça. Alors, il y a un balancier là. Et on calcule le nombre de fois qu'il fait le rêve. Et on accorde déjà. Donc, ça t'intrigue. Moi, je veux bien te montrer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Une autre fois. Tu sais quoi, je connais quelque chose. Bon, on continue la visite. Découverte, l'imprimerie, pratiquement, la machine à coudre, le matériel de chauffage, la photo, les lumières, les instruments de mesure, la photo, les horloges. Donc là, toute l'évolution pratiquement de ces inventions-là qui sont très très importantes. Il y a un peu de tout, hein. Ce que vous avez là derrière moi, c'est tout ce qui concerne la question du café. Tout ce qui concerne le café, les différentes étapes pour fabriquer du café, enfin pour plutôt préparer du café, aussi bien individuel que collectif. Là, vous avez des fers à repasser anciens qu'on utilisait avec tout simplement des braises. Et là, c'était des balances pour peser le blé, la laine et autre chose. La roue, qui est à l'origine de toutes les découvertes pratiquement. La roue a joué un rôle très important dans toutes les découvertes. L'avion, la montre, la voiture. Là où il y a découverte, il y a roue. Donc la roue, au début, c'est l'une des premières. Elles étaient en bois, le transport, etc. Donc la roue était à l'origine de pratiquement toutes les découvertes. Là, alors, s'il vous plaît, là nous sommes dans la salle des horloges. Ça, c'est une salle des horloges et pratiquement, je dis bien pratiquement, toute l'histoire de l'horloge est ici. Hein. Voilà la première découverte, c'était ça, tout simplement, un bâtonnet. Donc, tout ce qui concerne l'horloge, on a vu une partie en haut, là-haut, et là, c'est dans la continuité, c'est pratiquement l'horloge, et les découvertes de l'horloge avec ses différentes. Là, ce sont des garnitures de bureau anciennes, et là, on utilisait l'encre et la plume pour écrire. C'était des garnitures de bureau, comme quoi que les gens ne se privaient pas quand il s'agissait d'écrire. Et c'est très joli, c'est très bien fait. Ça c'est de l'ivoire, c'est en ivoire. Ça c'est en bois d'ébène. Et là c'est du bronze. Et c'est très joliment bien fait. Là c'est un écritoire, qu'on appelle un écritoire syrien, de voyage. Donc les gens, même lorsqu'ils voyageaient, ils ne se privaient pas. Et c'était un écritoire avec, c'est fabuleux, et c'est très riche comme patrimoine syrien. Ça, syrien, c'est pas marocain. Et là, vous avez, dans toutes les maisons anciennes, tout du moins celles que j'ai connues, il y avait des pendules comme ça, parce que l'heure était très importante. L'heure était très importante dans une maison, tout simplement pour la prière. Sans horloge, on ne connaissait pas le temps, et ne connaissant pas le temps, on ne savait pas quand est-ce qu'il fallait prier ou pas.
Donc c'est très important. Dans la culture marocaine, il y avait toujours des horloges. Toujours. Alors l'horloge, pour la science, on a commencé par des horloges. Tout d'abord, c'était un morceau de fer sur du marbre. Par la suite, c'est ce qu'on appelle des comptoises. Et puis, on a commencé à faire des miniatures, de travailler un peu plus finement. Et maintenant, vous avez vous avez l'heure dans votre montre, etc. Donc là, c'est très important. Pourquoi cette évolution est importante pour les enfants? Elle est importante pour les enfants pour la simple raison, c'est tout simplement pour voir l'histoire de l'invention, quelles sont les péripéties, les étapes par lesquelles elle est passée. On n'a pas, le monde ne s'est pas fait en un jour, et automatiquement les amener peut-être à réfléchir et à être créatifs à leur tour. Là, vous avez de la poterie rurale. Oui, allez-y. La poterie rurale, ça c'était pour les denrées alimentaires, soit le blé, le miel, oui, le khlir. Semaine, mais c'est un petit peu, oui, semaine c'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça. J'aime ça. Aussi bien les bijoux marocains, bijoux pour femmes et pour hommes. Alors les hommes aussi, ils avaient on peut appeler ça des bijoux. Ils avaient ce qu'on appelait dalil khirat et khanjar, un poignard. C'était au début pour se défendre, mais par la suite, c'était devenu pratiquement pour se faire distinguer. Et les notables portaient toujours khanjar ou dalil khirat des deux côtés. Là, vous avez les différentes régions du Maroc, tous les bijoux des différentes régions du Maroc. Et c'est beaucoup plus en argent qu'en or. Parce que la ville était connue pour l'or, mais là où il y avait vraiment la richesse importante, c'était en argent, et c'était pratiquement dans la région de Khnifa, la région de Sus, surtout Sus, Tiznit, voilà, tout ce qui est... donc ils avaient... alors au début toutes les mines d'argent étaient exploitées par les Juifs. Parce qu'ils avaient le doigté, et puis c'était un moyen de coexistence entre les deux religions. Là, vous avez des ceintures de femmes, de mariées. La ceinture pouvait atteindre jusqu'à 50 cm de large sur 4,50 m de long, qu'elle entourait autour de la taille. Et il y avait, comme vous allez pouvoir le constater, différents coloris pour changer le coloris avec Tcheta qu'elle portait. Donc vous voyez qu'il pensait à tout. Et c'est de la soie naturelle. Hein. C'est de la soie naturelle. Voilà, c'était comme ça. Voilà, le caftan. Le caftan, Tcheta. Hein. Ou le caftan, ça c'est un caftan. Quand on mettait quelque chose dessus, de plus léger, on appelait ça Tcheta. Mais là c'est le caftan. Et du coup, les ceintures permettaient de faire tenir la robe. Il n'y a pas de robe. La notion de robe n'a qu'une. Ça c'est le caftan, une seule pièce. Et on n'avait pas deux pièces. On n'avait jamais eu deux pièces. On a toujours eu une pièce. Ou tchamir, ou kftan, ou farajia, qu'on mettait au-dessus. Donc le concept de jupe, manège. Les bijoux marocains. Là, c'est des pièces de fouilles romaines. Il y a des fibules aussi romaines, mais ça date du temps des Romains. Là, vous avez de la céramique. La céramique qui date du 18e, 19e siècle. Et là, c'est des mortiers. Des mortiers pour broyer, les bzars. Alors là, il y a des mortiers qui étaient vraiment, hein, c'est pas du jeu. Oui, c'est de vrai. Bah, de vrai, mais c'est lourd, hein, regarde, c'est lourd. Mais c'est lourd. Bah, c'est lourd pour écraser, justement. C'est le poids qui écrase les grains. Pour écraser les grains, il fallait faire ça.
Il fallait avoir ça. Moi j'en ai un tout petit. Un tout petit. Chez moi et je le trouve déjà lourd. Déjà lourd. Alors, en plus forte raison, celui-là, tu peux pas. C'était beaucoup plus pratique qu'autre chose. Hein. Donc, alors, là, c'est le travail du bronze. C'est le travail du bronze. Et les Marocains excellaient dans le travail du bronze, et dans le travail du fer, et dans le travail de l'argent. Et le travail de la métallurgie, est-ce qu'elle a été influencée par les Romains? Alors, je vais te dire. Là, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Alors, les Romains étaient venus tout à fait au début. Là, ce que tu vois là, ce sont des clous. Donc, tu vois comment il est le clou. Donc, le concept de clou, c'est quoi? C'est une partie pointue et le haut est avec un bouchon au-dessus, je l'appelle un bouchon. Non. Donc là, on peut voir l'évolution de ce clou au clou d'aujourd'hui. D'accord? Donc c'est plutôt l'inverse. C'est l'industrie actuelle qui s'est adaptée. Là, ce sont des fibules. Les fibules, tu vois? Ça, c'est romain. Mais les Marocains, ils en ont fait de plus belles fibules. Donc en fait, ils sont inspirés de la manière. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de case. Il y a de la transmission d'un savoir-faire, il y a une évolution et il y a des apports. Il y a des apports. Au Maroc, il y a eu tellement d'affluents qu'il y a eu tellement d'apports et d'affluents, et ce qui fait qu'il y a une diversité immense. D'accord? Tu ne trouves pas? Hein? Si, parce que. Je vous laisse regarder, sinon quand vous êtes chauffonné à l'homme, c'est pas intéressant. Il faut voir ça. Alors toi qui me parlais de métallurgie, je vais te montrer. Ce sont c'était des actes adulaires. C'était des actes adulaires. Ils écrivaient sur des morceaux de bois, là ce sera sur des morceaux de bois. Lorsque c'est plat, c'est la propriété. C'était pour acheter ou vendre une propriété. Les actes de mariage s'écrivaient là-dessus. Mais pour écrire un acte, il fallait plusieurs morceaux, vous imaginez bien. Donc là, c'est des actes de mariage. Là, c'est des actes de mariage. Et là, c'est des actes de propriété. Là, on m'a posé la question. Là, c'est ce qu'on appelle Khizana. Khizana, au début, le monsieur n'avait pas de bureau, c'était son bureau. On n'avait pas de chaise, on avait juste le qa. On appelait ça le qa. Le qa, c'est le monsieur à même la terre avec un petit truc comme ça, et puis il écrivait, il avait tout. Alors quand il écrivait avec un morceau de roseau, et il y avait ce qu'on appelle smak. Smak, un morceau de... C'est une roche qu'on faisait fondre avec de l'eau. Et on écrivait avec, d'accord? On écrivait sur le haq, vous avez vu là-bas. Et une fois qu'on avait appris le verset du Coran ou la Sourate, on effaçait. On avait le droit d'effacer. Et puis la répétition, on répétait. D'accord? Pour se mémoriser le Coran, il y a des gens qui l'ont fait 60 fois pour le garder en mémoire. Là, vous avez des armes. Ce sont des armes là, c'est une fabrique. Là, c'est des fusils de guerre. On les utilisait. C'est pas pour la fantasia. Maintenant, on les utilise pour la fantasia. Mais avant, c'était tout simplement pour faire, si vous voulez, la guérilla un petit peu. On appelait ça harka. Là, vous avez des poudriers. Vous avez des poudrières plutôt. Des manuscrits. Des poignards. Là, c'est un coffre de la mariée. Alors, il n'y avait pas d'armoire avant, mais ça, c'est le coffre de la mariée d'Yal Tétouan. Comme quoi qu'ils étaient riches, les gens de Tétouan. Monsieur, je pensais que ça, c'est une mallette d'artiste. Oui, oui. Alors là, c'est des boîtes c'est quelque chose d'extraordinaire. Les Marocains aimaient tellement leur roi qu'ils mettaient sur les boîtes. Et ça reste toujours. Là, vous avez tout ce qui concerne les religions, à la fois chrétiennes et juives. Là, c'est
des reliques de prière. Là, c'est une Torah sur la peau de gazelle. Elle date du 8e siècle, c'est là. C'est la Torah. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mimosa. Mimosa, c'est et là, c'est une couverture de la Torah qui date pratiquement du 8e siècle. C'est cette Torah. Ça, c'est le travail du fer marocain. Toi qui m'as posé la question concernant la métallurgie, je vais te dire que il y a différentes terres dans l'histoire et que tout simplement, on peut parler d'influence quelque part. Ça, c'est une influence art déco, par exemple. C'est du fer forgé où il y a l'influence de l'art déco. Mais là, ça, tu ne vas pas le trouver ailleurs. C'est spécifique au Maroc. Pourquoi? Parce qu'on mettait ça et ça, tout simplement dans les portes marocaines. Les portes marocaines ne ressemblent en aucune façon aux portes d'autres pays, d'accord? Donc il y avait une spécificité, aussi bien sur le plan serrure, ça c'est fabrication marocaine, qu'autre, d'accord? Et l'évolution, pour la serrure, elle était en bois, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle est en bois, donc il y a une évolution. Et on ne peut pas trancher et dire, non, c'était les Romains qui ont fait ceci ou cela, d'accord? J'ai répondu à ta question? Alors là, c'est le Damaskiné. Le Damaskiné, c'est Meknes. C'est la seule région du Maroc où on fait du Damaskiné. C'est de l'argent et du fer. Là, c'est pratiquement, c'est des objets de la culture Sani. Donc ça, c'est la soufra pour le voyage. Il y a, ça c'est pour le lait et le petit lait des coussins. Et là, c'est tout un ensemble de cultures. Et le plus important, c'était pour eux, c'est le thé et la théière. Et ce qu'ils appelaient le game. Le thé, c'était un prétexte autour duquel les gens se rassemblaient pour échanger des informations, pour réfléchir ensemble, pour vivre ensemble. Et le thé avait énormément d'importance. Et le game, c'est la personne qui parle bien, la personne qui fait vivre pratiquement la jma'a et qui est propre, bien sûr. Donc c'est plutôt game. Mais dans la culture marocaine, ça c'est français, ça doit être du 19e siècle, Sarreguemines, donc c'est de la faïence, de Sarreguemines, et on importait ces plats-là. Nous avons les plats marocains, mais par la suite on a commencé à importer, et surtout Sahara. Sahara, ils utilisaient énormément ça, et pour eux c'était la dot, Zdak. Voilà, ça se dit, alors le outed, c'est un morceau de bois qu'on mettait à même le pisé, parce que les maisons étaient faites en pisé, ou c'est trioufi avec là, ou c'est le tourcé. Donc le nombre ديال التواصل هذه تجوجات 20 هذه بدات 60 هذه 100 الحوت دونك سي فو فولي هذا المحوت ديالهم اللي كانوا سيديروه في لا ريجيون ديال الصحراء ما بقاوش دابا مي خلاو لنا كوميم الاثار ديالهم. Oui, monsieur. Est-ce que ce sont plastiques ou non? Ce sont des plats, on s'en servait, mais pour les conserver en bon état, on les accrochait à même le mur. Il n'y avait pas d'armoire dans le temps. On a juste un clou et on accrochait, voilà, et on a gardé ça. En France, tu risques de ne pas trouver la même chose. D'accord? Parce qu'ils ont conservé, les nôtres ont su conserver des choses. Aussi, tu vas te mettre à conserver des choses. Non, pourquoi pas? Ben oui, c'est un chef-d'œuvre d'artiste, oui, tu as raison. Voilà. Comme quoi que les gens ne se priveraient pas. Et s'il y a des questions... Non? 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 Monsieur, Satisfait? Oui, monsieur. comment on a pris ces assiettes de la France et on les a ramenées au Maroc? Ah ben oui, question pertinente. Effectivement, pourquoi? Parce que je vais te montrer les plats qu'on avait, nous, qui sont très très riches, qui sont très finement bien faits, mais qui coûtaient cher. En France, ils avaient l'industrie, ça c'est industriel. Le dessin est fait à la main.
quelques dessins. Ça, c'est la sérigraphie, ça, c'est la main. Mais chez nous, tout était fait à la main. Et du coup, ça coûtait énormément cher. Ça coûtait énormément cher. Et puis, il y a eu les gens qui voyageaient. Et il y a eu le temps du protectorat aussi. En 1912, le Maroc a été un pays sous protectorat français. Donc, il y avait un échange entre le Maroc et la France. D'accord ? Eux, ils prenaient nos plats, qu'ils gardent toujours et qui sont maintenant à des prix faramineux. Et nous, nous gardons les leurs. Et c'est un échange qu'ils font. شفتوا بأن الاهتمام ديال الوليدات كاين؟ Bien sûr, bien sûr. Très important. Très important. La preuve. Ah bah oui. Qu'est-ce que j'avais montré? N'est-ce pas? C'est fait à la main, entièrement fait main. C'est des motifs assez spécifiques, pardon. De asphite, la portée comment c'est لا 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 هادو ديال فاس. لا اسفين من بعد. اسفين من بعد فاس ومكناس عاد اسفين. اسفين هي الخ. العاملي هو الخ. Mais l'origine de la céramique, c'était Fas Meknas. Surtout Meknas parce que, ماشي أنا من مكناس mais bon. لا تراب ديال مكناس التربه ديال مكناس احسن من ديال فاس. كانوا تيديو تراب من مكناس ويديو. Mais seulement ils ont excellé. Excellé pourquoi? Parce que ملي كانوا النازحين جاو من الاندلس كانوا استوطنوا فاس وكان الملك في ذاك الوقت كان خلاهم وكاين معامل اللي في فاس اكثر من مكناس ولكن حتى مكناس عندنا لان ils ont découvert واحد لو بلو ذاك لو بلو لا كان عندنا اي لا لو بلو مي عندنا لا هادشي فاس هذا فاس لا ديال فاس العاملي عاد قريب لا قريب يعني تقريبا هذه من الناحيه ديال فاس كلهم تتقلب مي هو ريسون بارابور لوا الاخرى Bon. Voilà,